C'est possible de remettre une ampoule avec les pieds dans le truc. Faut être. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne qui plonge au cœur des trajectoires foudroyées et des renaissances éclatantes de vos vedettes favorites. Visualisez un instant le vide, non pas la quiétude sereine d'un ciel nocturne parsemé d'étoiles, mais plutôt le vide angoissant d'un appareil téléphonique devenu muet. François Valéry a été englouti par ce mutisme assourdissant durant presque 15 longues années. Baignant dans la lumière éblouissante des années 80, il régnait en monarque absolu sur la scène musicale française. Une icône dont les mélodies survoltées faisaient vibrer le pays tout entier. Cependant, en coulisses de ce sourire radieux et de ces refrains mémorables, un drame insoupçonné se tramait, une catastrophe que nul n'aurait pu anticiper. Désormais, à 71 ans, la personne que nous redécouvrons a transcendé l'image réductrice du chanteur pour midinette que d'aucuns se plaisaient à dessiner. C'est un rescapé, un combattant qui a enduré une descente aux enfers personnels et juridiques d'une rare violence. Il a choisi de rompre le pacte du silence. Pendant une longue période, l'opinion a supposé que son éclipse médiatique résultait d'une évolution normale de carrière. Ou pire, d'une panne d'inspiration. La réalité, cependant, est infiniment plus sinistre et impitoyable. François Valéry a fait le choix de livrer sa vérité, de désigner sans détour ceux qui ont manigancé pour le faire disparaître de son vivant. Il ne s'agit pas ici d'une simple rumeur, mais du récit d'un combat à ciel ouvert mené contre une machine implacable qui s'est acharnée à l'anéantir, tant sur le plan financier que psychologique. Par quel funeste enchaînement un artiste aux millions d'albums vendus a-t-il pu se réveiller un jour, dépouillé de tout et livré en solitaire à ses propres angoisses? Quelles sont ces puissances occultes qui ont métamorphosé son conte de fées en une saga judiciaire sans fin? Un véritable cauchemar éveillé. Le parcours de François Valéry s'apparente à une intrigue de film noir, où le triomphe et la perfidie s'entremêlent constamment. Tout avait pourtant débuté sous les augures les plus favorables, à l'image d'une prédiction chuchotée par une voyante qui avait décelé, dans les lignes de la paume d'un jeune inconnu, du nom de Jean-Louis Mouot, une destinée exceptionnelle, ce qu'elle n'avait toutefois pas perçu. C'était le tribut effroyable qu'il aurait à verser en échange de ce pseudonyme. Alors, que s'est-il véritablement produit une fois les projecteurs éteints? Tenez-vous prêts, car les révélations qui suivent sont sur le point de bouleverser définitivement votre perception de cet artiste. Le point de départ fut une prémonition. Nous sommes en 1974, et le jeune Jean-Louis Mouot n'est à l'époque qu'un aspirant musicien anonyme, composant sur sa guitare loin des regards. C'est à ce moment qu'une extra-lucide, la secrétaire du fameux Marcel Amont, croise son chemin et lui assène une phrase qui allait façonner son existence. Elle lui révèle que son patronyme d'origine n'illuminerait jamais les frontons des salles de spectacle, mais qu'un autre nom lui était réservé. Ce nom était François. Valéry, tel un enchantement. À l'instant où ce nouveau nom fut adopté, les portes de la célébrité se sont ouvertes avec une force stupéfiante. Sa toute première chanson, un morceau estival, submerge l'Hexagone, tel un raz-de-marée caniculaire totalement imprévu. Son timbre vocal est percutant et la cadence irrésistible. C'était précisément la bouffée d'air frais que le public attendait dans une France post-68arde qui aspirait à laisser derrière elle les crispations sociales pour s'évader dans l'insouciance et le romantisme. Rapidement, le phénomène François Valéry prend une ampleur démesurée. Il ne gravit pas les échelons, il les survole, s'envolant vers les cimes de la gloire. L'année 1980 constitue un jalon majeur avec la parution du titre « Emmanuel ». Il ne s'agit plus d'une simple mélodie. C'est un hymne générationnel qui embrasse toutes les pistes de danse du pays. La gent féminine le vénère, tandis que les hommes fredonnent ses refrains addictifs. Il symbolise à lui seul cette ère scintillante des strass et des boules à facettes. Une période où tout paraissait à portée de main. Cependant, la consécration suprême survient l'année suivante, en 1981. Représentez-vous la scène. Il est en studio aux côtés de la petite fiancée de la France, la magnifique Sophie Marceau, tout juste propulsée au rang de star par le film La Boum. Ensemble, ils immortalisent The Dream in Blue. Ce duo devient un classique instantané et élève François Valéry au statut d'icône incontournable.
Il a dépassé le simple rôle d'artiste de variété pour s'inscrire comme un élément du patrimoine culturel français, les revenus affluent en abondance et les certifications d'or tapissent les murs de sa somptueuse résidence. Il parade au volant de bolide et mène l'existence fastueuse d'une célébrité vénérée. Sa présence est omniprésente à la télévision, affichant un air radieux, une assurance sans faille. Semblant absolument invulnérable, il collectionne les succès, comme « Aimons-nous vivants » en 1989, un morceau dont les paroles résonnent aujourd'hui comme une prédiction tragique, un appel à l'urgence d'exister avant le grand cataclysme. Durant cette période faste, François Valéry est un véritable monarque. Il écrit pour d'autres interprètes, produit de nouveaux talents et paraît tenir le monde entier dans le creux de sa main. Chacune de ses prestations scéniques est une messe. Chaque sortie publique provoque des scènes d'hystérie. Il est l'incarnation parfaite du succès, l'emblème d'une trajectoire sociale que nulle force ne paraissait en mesure de freiner. Néanmoins, au cœur même de ce maelstrom de célébrités et de champagne, une souricière invisible se refermait inexorablement sur lui. Personne n'aurait pu imaginer qu'en coulisses des amabilités de circonstance et des accolades cordiales échangées avec les pontes de l'industrie musicale, se fomentait l'une des dégringolades les plus spectaculaires de l'histoire du spectacle, car c'est justement au zénith de sa carrière, à l'instant précis où il se sentait invincible, que François Valéry a commis l'irréparable en accordant sa confiance à de mauvaises personnes. Il a apposé son paraphe haut, en bas d'un document qui, loin d'être un simple contrat, scellait en réalité sa condamnation professionnelle. Nous sommes en 1989, une année qui devait le propulser au sommet, lui ouvrant les portes du cercle très fermé des plus grands, producteurs à l'échelle mondiale, mais qui s'est finalement mué en une chute abyssale et incontrôlable. C'est l'histoire de François Valéry. Il venait tout juste de parapher un accord de distribution avec Sony Music, l'un des mastodontes planétaires de l'univers musical. En apparence, cet accord représentait le couronnement de sa carrière, la garantie d'une liberté créative absolue, adossée à la force de frappe monumentale d'une major. Cependant, l'encre à peine séchée, le mécanisme du piège se déclenchait. Ce qu'il ne pouvait soupçonner, c'est qu'il venait d'engager un combat contre un engrenage judiciaire impitoyable, spécifiquement conçu pour anéantir tout individu osant s'insurger. La confrontation a surgi avec une violence inouïe, centrée sur des droits de production et des clauses particulièrement opaques, métamorphosant ainsi son ambition en un véritable enfer juridique qui allait s'étendre sur plus d'une décennie. Tentez d'imaginer la brutalité du cataclysme. Sans crier gare, toutes les sources de revenus se sont taries. Ses comptes bancaires furent saisis, ses redevances suspendues, et l'artiste qui générait des millions s'est subitement retrouvé asphyxié financièrement. Le monde de la musique, cette créature tentaculaire, a choisi de le réduire au silence, non par la censure, mais en l'épuisant par la privation. François Valéry s'est vu isolé, terriblement seul, confronté à une véritable légion d'avocats, en complet sombre dont l'unique mission était de le pousser à bout, jusqu'à ce qu'il abdique. On a cherché à le dépeindre comme un imposteur. On a sali sa réputation. On a tout tenté pour le faire craquer nerveusement. L'objectif étant qu'il cède les droits sur l'intégralité de son œuvre, c'était la lutte de David contre Goliath. Mais un Goliath qui, cette fois, disposait du pouvoir de suspendre le cours du temps et des finances. La conséquence matérielle de cette dégringolade fut d'une cruauté innommable. Afin de régler ses propres honoraires d'avocat et de subvenir aux besoins de sa famille, l'artiste a été contraint à l'inconcevable. Il a dû se défaire de ses possessions, une par une. Le crève-cœur le plus intense ne fut pas la perte de ses voitures de sport ou de ses résidences secondaires, mais bien l'obligation de se séparer de ses précieux instruments. Il confiera bien plus tard, avec une profonde amertume, comment il fut forcé de vendre ses guitares, celles-là même qui avaient donné naissance à ses plus grands titres. Chaque instrument cédé représentait un fragment de son âme qu'on lui extirpait, une véritable amputation de son identité de créateur. Il n'était plus la star du disco, mais un homme pourchassé par les créanciers qui se battait, quotidiennement pour sa propre survie, dans une apathie quasi générale. C'est précisément à ce moment que le vrai visage du show business s'est dévoilé dans toute sa dureté, tandis que la tourmente faisait rage.
Son téléphone est devenu silencieux. Ceux qui, quelques mois auparavant, s'enivraient de son champagne et jouissaient de sa largesse dans sa luxueuse demeure parisienne, sont évaporés. Il a alors constaté avec une profonde amertume que l'amitié dans cet univers est fréquemment corrélée à la cote de votre popularité. Les regards le fuyaient. Les portes se verrouillaient. Il était devenu pestiféré. Car plus personne ne souhaitait être associé à l'homme qui avait osé se dresser contre le système. Il errait dans cette même capitale qu'il avait jadis porté au nu et qui désormais le considérait comme un banni, une simple relique du passé. Cependant, au moment où il croyait avoir atteint le point le plus bas, le sort s'apprêtait à lui asséner un coup encore plus dévastateur, non plus visant son portefeuille, mais frappant directement au cœur. L'année 1993 demeurera éternellement marquée dans son esprit comme celle de la débâcle la plus totale. Alors même que la tourmente juridique battait son plein et risquait d'anéantir son empire musical. Les piliers de sa vie personnelle commencèrent à vaciller avant de s'écrouler complètement. C'est dans ce climat de déroute financière et de tension insupportable que sa relation amoureuse avec la comédienne Nicole Calfan s'est terminée. Ils incarnèrent pourtant le couple parfait, l'incarnation du bonheur que la presse People s'arrachait. Mais les épreuves incessantes, l'anxiété face à l'avenir et le fardeau d'un combat judiciaire colossal ont finalement brisé leurs liens. Le divorce fut acté, et brusquement, le silence de leur vaste demeure désormais vide est devenu encore plus étourdissant que le tumulte hostile du monde extérieur. François Valéry s'est alors retrouvé isolé, pas uniquement face à ses accusateurs, mais aussi seul entre les quatre murs d'un foyer, désormais en miettes. Il lui a fallu assumer le rôle le plus ardu de son existence, celui de père célibataire, élevant ses deux garçons, Jérémie et Michael, en plein cœur de ce chaos. Songez à la force de caractère qu'il a dû déployer pour préserver une façade de normalité pour ses enfants. Pendant que son propre univers s'effondrait, il se devait d'être un roc, un pilier imperturbable, alors qu'en son fort intérieur, il était complètement anéanti. Chaque matin, il devait se lever, préparer le petit déjeuner et conduire ses fils. À l'école, le tout en arborant un sourire de façade pour les rassurer, parfaitement conscient que les huissiers pouvaient se présenter à sa porte, à n'importe quel instant pour saisir les quelques biens qui lui restaient. La sanction était double. D'une part, l'industrie musicale l'avait mis au ban, le dépouillant de sa raison de vivre artistique. D'autre part, sa vie amoureuse gisait en ruine, en cendres. Les médias, perpétuellement en quête de sensationnel, se sont acharnés sur lui, supputant sa déchéance avec une perversité et une délectation malsaine. On le proclamait hors jeu, anéanti, incapable de se ressaisir. L'icône de toute une génération n'était plus qu'un être profondément meurtri, qui errait dans les rues la tête basse, écrasé par le fardeau d'une dette monumentale et d'un cœur brisé en 1000 morceaux. Il a traversé ces nuits blanches interminables, hanté par l'angoisse de ne pas pouvoir payer les charges du mois à venir, fixant le plafond en espérant une échappatoire qui ne se manifestait jamais. Et pourtant, c'est justement au plus profond de cet abîme, dans cette noirceur absolue, où toute perspective semblait anéantie, qu'un déclic s'est produit, à l'abri des feux de la rampe. Loin des amitiés superficielles et du clinquant illusoire, François Valéry a découvert en lui une soif de revanche insoupçonnée. Il a pris conscience qu'il n'avait absolument plus rien à défendre. Et c'est cette liberté née du désespoir qui allait lui conférer la force de riposter. L'ère des lamentations était terminée, le moment était venu de cesser de subir et de faire rendre des comptes à ceux qui l'avaient voué à l'oubli. Ce silence pesant s'est finalement brisé un jour de l'an 2002, non pas sur une scène de spectacle, mais bien dans l'ambiance ouatée et formelle de la cour d'appel de Versailles, au terme de 12 longues années d'un combat judiciaire éreintant qui aurait anéanti n'importe quel autre individu, François Valéry a obtenu la victoire que plus personne n'osait espérer. Ce jour précis, sa victoire dépassait le cadre d'un simple procès. Il a reconquis son identité, sa dignité et son existence. En face de lui se tenait le titan Sony Music. Cette corporation gigantesque qu'il avait eu l'audace de confronter a été contrainte de plier, la justice.
a rendu son verdict et a statué que l'artiste avait été dépossédé, entravé et traité de manière inéquitable. L'annonce fut un véritable séisme dans l'univers musical français, car c'était la toute première fois qu'un artiste seul parvenait à faire fléchir une puissante multinationale. C'est à ce moment-là que François Valéry a rompu la loi du silence. Il a pris la parole. Et ses déclarations ont retenti comme un jugement implacable pour tous ceux qui l'avaient condamné prématurément. Il a pointé du doigt le système qui l'avait écrasé. Il a mis en lumière les contrats abusifs qui asservissent les créateurs, les transformant en esclaves des temps modernes, dépouillés de leurs droits de créer et de jouir de leur propre création. Il a exposé au grand jour les rouages impitoyables d'une industrie obsédée par le profit, prête à tout, y compris à broyer l'humain, en recouvrant la totalité de son répertoire. De toi, la chanson Emmanuel à Dreaming Blue, il a repris la maîtrise de sa propre destinée. Toutes ces mélodies qui lui avaient été volées, qu'on avait cherché à gommer de la conscience populaire, lui appartenaient de nouveau entièrement. La réaction du public et de la presse fut un étonnant cocktail de stupéfaction et de respect. Ceux qui le jugeaient définitivement perdu ont vu apparaître un homme debout, portant ses cicatrices mais indéniablement victorieux. Soudain, il n'était plus la pauvre victime, dépeinte par les tabloïds à scandale. Il s'était métamorphosé en un emblème de la ténacité, pour avoir osé s'opposer et refuser de se soumettre. Il a ainsi pavé la voie pour d'autres artistes, démontrant qu'il ne faut jamais courber l'échine face à l'injustice. Quelle que soit sa puissance, il a expliqué comment, durant toutes ces années de purgatoire, on avait tenté de le discréditer en le faisant passer pour un illuminé, un paranoïaque, simplement parce qu'il exigeait ce qui lui revenait de droit. Mais la vérité a finalement fait surface, et elle était sans équivoque de son côté. Ce grand déballage n'était en rien une revanche mesquine. Il s'agissait d'une véritable réhabilitation. François Valéry n'aspirait pas à anéantir, mais bien à se reconstruire. Il a révélé que derrière les apparences quémasses trompeuses et les sourires de circonstance se cachait un cœur qui palpitait et qui avait cruellement souffert. Il a démontré que sa voix, celle-là même qui avait ému des millions de Français, ne pouvait être réduite au silence par des arguties juridiques ou des stratégies de couloir. Il était bien là, vivant, autonome et déterminé à retrouver sa juste place, non plus en tant que simple produit, commercial, mais comme un homme libre ayant payé un prix exorbitant pour sa liberté, tandis que la clameur de la bataille s'apaisait. Une interrogation persistait. Une question dont la résonance allait bien au-delà de sa situation personnelle. Désormais âgé de 71 ans, François Valéry regarde son itinéraire avec la quiétude de ceux qui ont traversé les pires épreuves. Il n'est plus le jeune artiste insouciant en quête de disques d'or, ni l'homme aux abois qui devait se séparer de ses guitares pour subsister. Il est devenu une figure plus imposante, plus profonde. Il incarne la preuve tangible que l'on peut absolument tout perdre, la richesse, la renommée, l'affection, et malgré tout se rebâtir si l'on préserve au fond de soi cette étincelle d'intégrité que nul ne saurait éteindre. Son parcours n'est pas simplement celui d'un artiste de variété, c'est une fable universelle sur la capacité de résilience face à l'épreuve. On a cherché à l'ensevelir sous les formalités judiciaires, le mutisme et le dédain, mais ses adversaires ont commis une erreur capitale. Ils avaient omis que, lorsqu'on sème une graine, même sous terre, elle finit inévitablement par germer et fendre le béton pour revoir la lumière du jour. François Valéry incarnait cette graine. Il a su convertir son calvaire en une force sereine lorsqu'il foule à nouveau les planches, modèle. Aujourd'hui, il est ovationné par une foule d'admirateurs loyaux et leurs applaudissements résonnent d'une manière totalement différente. Ce n'est plus simplement la ferveur parfois excessive des groupies des années 80. Il s'agit désormais du respect sincère d'une audience qui a saisi que l'artiste sur scène est demeuré inflexible alors que tant de gens espérèrent sa chute. Son parcours nous interpelle sur une interrogation fondamentale concernant notre relation à la notoriété et à la nature humaine. Sommes-nous disposés à percevoir l'individu derrière le personnage public? Sommes-nous en mesure de déceler les silences empreints de douleur derrière les mélodies entraînantes? Le monde du spectacle est une fabrique d'illusions qui peut se muer en un broyeur d'esprit. Or, François Valéry nous démontre que l'intégrité ne se monnaie pas. Elle se gagne à force de courage,
Il a payé un lourd tribut pour conserver son indépendance, un coût que très peu de gens accepteraient d'assumer. Il a offert en sacrifice une partie de son existence, sa quiétude ainsi qu'une fraction de sa candeur. Néanmoins, ce soir, s'il devait revivre son histoire, il ne modifierait sans aucun doute absolument rien, car il a obtenu le bien le plus inestimable qui soit celui de se contempler dans une glace sans jamais détourner le regard. Il ne chante plus en quête de renommée, il chante car il s'est affranchi. Et c'est vraisemblablement en cela que réside sa plus éclatante victoire.